Emmanuel Macron en mode réconciliation à Rabat, visite d'État de 3 jours, délégation forte de 120 personnes au moins, transportée par 4 avions. Rien n'a été laissé au hasard pour reconquérir le cœur du roi après une dizaine d'années de brouille. Réconciliation au prix du soutien de Paris au Maroc dans le dossier du Sahara occidental, de quoi mettre de l'huile sur le feu entre l'Algérie et son voisin marocain. La diplomatie de Macron va-t-elle diviser le Maghreb avec des répercussions dramatiques sur le Sahel? Sujet à décortiquer en 90 minutes avec nos consultants confortablement installés au plateau. Luc Koumeya Balo Abaki est avec nous ce dimanche. Bonjour Luc. Bonjour Gilles, bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs. Oui, mais Luc est en forme, malgré la voix. Bah oui, un peu. Tout va bien. Luc Abaki est écrivain, il est journaliste, analyste politique. Il est le président exécutif de l'Institut africain d'études stratégiques et de géopolitique appliquée IAESGA. En compagnie de celui qui ne bouge pas et qui revient aujourd'hui, Sogoyou Kegewe, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour aux téléspectateurs. Eh bien, j'ai bougé quand même et je suis revenu. Merci, bon retour. Sogoyou Kegewe est journaliste, ancien ambassadeur du Togo Maghreb. Macron divise pour mieux régner, c'est le thème du jour et vous êtes invité à participer à la richesse de ce débat en envoyant vos contributions via WhatsApp. Plus 228 87 08 43 43, c'est le numéro pour nous joindre. Si vous nous suivez ce dimanche à midi, nous sommes en direct. Si c'est en différé sur notre chaîne YouTube New World TV officiel, c'est le moment de protéger cette émission par votre pouce. Likez-la. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas encore fait en activant la cloche de notification pour recevoir des alertes au cas où nous avons de nouvelles vidéos. Et puis, commentez abondamment cette émission en partageant New World Forum pour porter loin la voix de l'Afrique qui refuse la division diplomatique. Alors, Luc Abaki, avec sa visite de 3 jours au Maroc, une visite très remarquée, je l'ai dit, une très forte délégation, dans un contexte de rivalité exacerbée au Maghreb entre l'Algérie et le Maroc. Macron fait-il les pieds de nez à l'Algérie? Est-ce que c'est une provocation? Disons tout simplement que le président français, dans son rôle de chef d'État d'une république qui flaire les opportunités, qui protège les intérêts de son pays et qui fait tout donc pour trouver les moyens justement de jouer son rôle de chef d'État de la République française. Maintenant, bien sûr que vous savez que le Maroc offre beaucoup d'opportunités et il fallait justement réparer tous les torts qui ont été causés par cette bruit qui a eu justement, qui régnait en triomphe entre la France et le Maroc, mais malheureusement, bien sûr, c'est dans un contexte de crise où le Maroc et l'Algérie s'entre-déchirent à propos justement du Sahara occidental. Maintenant, la France a compris qu'il fallait prendre une position, et puis cette position en vérité n'est pas nouvelle, puisque vous savez, en 2020 déjà, les États-Unis sous Trump avaient déjà pris position en faveur de la souveraineté donc du Maroc sur le Sahara occidental. Donc, il ne restait en vérité que la France. Et la France faisait plus ou moins du chantage au Maroc en prenant une position qui semblait montrer qu'elle soutenait plutôt l'Algérie dans un tel contexte. Mais après avoir évalué tout ce qu'elle était en train de perdre dans un tel contexte, je pense que le Maroc a joué pleinement et crânement ses intérêts en boudant véritablement la France. Vous vous rappelez que même l'année dernière, lorsqu'il y a eu le séisme, le Maroc a refusé systématiquement l'aide de la France, au point même où un ministre, je crois le ministre des Affaires étrangères du Maroc, avait clairement dit qu'il y avait que les relations entre le Maroc et la France n'étaient ni amicales, ni... il avait utilisé un deuxième terme. C'était pour dire qu'en fait, le Maroc a joué sa souveraineté, a fait en sorte que finalement la France puisse courber les chines et finalement ramper. Vous imaginez qu'au bout du compte, avec ce bras de fer là, c'est finalement la France
la grande république entre guillemets, qui est obligée de se déporter avec une délégation de 120 personnes pour aller négocier des accords, etc. etc. C'est pour dire qu'en réalité, si nos États savent s'assumer, prendre des positions, disons, de souveraineté et assumer véritablement leur dignité, leur intégrité, bien sûr que même ces puissances occidentales vont finir par se plier, même devant les épreuves les plus difficiles. Oui, mais comme il l'a dit, Macron est le président de la France et travaille pour les intérêts de la France. C'est tout à fait normal. On ne peut pas reprocher à un président de travailler pour les intérêts de sa population, de son pays. Il est allé au Maroc, effectivement parce qu'il y avait bruit. Et il sait qu'avec les Marocains, il peut gagner gros. Il a berné les Algériens pendant un temps, et ceux-ci ont cru que, bon, ayant le soutien de la France, ils peuvent narguer les Noirs que nous sommes, ils peuvent aller tuer les Maliens, ils peuvent aller créer des zones, soi-disant, d'Azawad au Mali, parce qu'ils croient qu'ils ont la France avec eux, jusqu'à ce que la France leur dise, écoutez, cette pagaille là, arrêtez ça, nous on n'est pas avec vous, on est avec le Maroc, et arrêtez vos entreprises anti-africaines, même si on sait que la France encourage l'Algérie à faire ce qu'elle fait contre le Mali. Mais la France a montré qu'elle a des intérêts, elle est logique. Dans son histoire, elle suit une trace donnée. Ce n'est pas l'Algérie qui divague, qui a la mémoire courte, qui a oublié tout le mal que la France leur a fait et qui a oublié toute l'aide que le Mali leur a apportée pour qu'aujourd'hui ils soient une république respectée qu'on appelle l'Algérie. Donc Macron est allé au Maroc pour défendre les intérêts de la France. Il est venu avec 120 personnes. Ce n'étaient pas des touristes, c'était des hommes d'affaires, de grands patrons d'industrie. Donc ils ont signé des accords, je crois, dans le domaine des énergies renouvelables. Voilà ce qu'un chef d'État doit faire pour son pays. Mais la chance de ces pays, du Maroc, de l'Algérie, c'est que c'est des pays arabes, africains mais arabes. Si c'était les nègres, comme chez toi ici, il est allé voir le Maroc aurait déjà dit, ah, j'ai mobilisé l'armée, je vais aller attaquer l'Algérie. Si c'est les nègres qui n'ont absolument rien dans la tête, excusez-moi, ça fait mal de le dire, mais les Noirs n'ont rien dans la tête. Tu as vu les Arabes, le Maroc peut être soutenu par 1000 pays européens, américains. Il ne dira pas, je vais aller faire la guerre à l'Algérie. Il ne dira jamais. Mais en Afrique, dès que le blanc lui serre la main, il lève l'armée, il va aller attaquer son frère. Et cette attitude de la France envers le Maroc, elle est louable, mais on ne verra jamais un tel modèle avec un pays noir. Mais pourquoi Emmanuel Macron a semblé dans un premier temps tourner la tête vers l'Algérie d'abord? Et ce n'est qu'après l'échec de ce rapprochement avec l'Algérie qu'il jette son dévolu sur le Maroc. Mais c'est ce que nous disons. Entre l'Algérie et la France, il y a d'abord une très longue histoire. Douloureuse, heureuse, mais douloureuse à la fin. Depuis 1830, avec cette histoire du consul ou de l'ambassadeur de France qui aurait été soufflé par le D d'Alger, le B, le roi ou le prince, appelez-le comme vous voulez, et c'était un prétexte pour occuper l'Algérie. On a occupé l'Algérie. L'Algérie était tellement juteuse, tellement prospère, tellement intéressante pour la France, qu'on en a fait l'Algérie française. Alors, là où la France trouve à manger, elle ne part pas. Donc, elle s'est accrochée à l'Algérie parce qu'il y a à manger, jusqu'au jour où elle a vu que les Algériens développent une mentalité différente de ce que les Noirs développent, que les Algériens aspirent toujours un peu plus à plus de liberté, à plus de contrôle sur leurs richesses. Plus de souveraineté. À plus de souveraineté, c'est pas comme les Noirs, je le dis, je le répète. Donc la France a dit, bon écoutez, si ça n'était ainsi, autant aller voir le Maroc avec qui nous avons une histoire, mais moins douloureuse. Elle n'était pas non plus très gaie. Le Maroc et la France, ce n'était pas une histoire d'amour. C'est une histoire de violence comme toute histoire coloniale. Mais ça n'avait absolument rien à voir avec ce qui s'est passé avec l'Algérie. Le supposé rapprochement de la France avec le Maroc, est-ce qu'il peut être un facteur de déstabilisation du Maghreb? Parce que ce rapprochement a été fait au prix, je l'ai dit, du soutien de la France au Maroc dans le dossier du
Sahara occidental. On sait que l'Algérie soutient le Sahara occidental. Est-ce que ça ne va pas créer des bisbilles entre l'Algérie et le Maroc, justement? Mais si ces deux pays prêtent le flanc, je pense que c'est une question de vigilance et on ne va jamais cesser de le dire. Tous les pays doivent jouer leurs intérêts et travailler en sorte à pouvoir créer la richesse et s'occuper véritablement de leur peuple, etc. Maintenant, si la France, qui joue cet intérêt également, vient diviser justement ce bloc-là, juste à cause de cette question du Sahara occidental, ça veut dire que les deux États, les dirigeants des deux États, auront précisément prêté le flanc. Et c'est ce que nous allons déplorer, puisque dans nos États, comme l'a dit l'ambassadeur, il suffit qu'une puissance occidentale fasse semblant de s'approcher d'un pays. Il se croit tellement investi de tous les pouvoirs du monde qu'il commence à provoquer ses voisins. Vous voyez, il se sent tellement privilégié de serrer la main voilà, du dirigeant d'un pays occidental que du coup, il commence à narguer ses voisins. Vous voyez, donc si l'Algérie et le Maroc tombent dans ce piège-là, c'est les deux pays qui perdront, bien entendu. Parce que, précisément, la France n'a pas de sentiment. Par rapport à votre précédente question, pourquoi aujourd'hui la France se tourne précisément vers le Maroc plutôt que l'Algérie? Vous voyez, lorsque la France composait véritablement avec l'Algérie, il y avait en arrière-plan la question du Mali. Vous savez que les terroristes avaient fait de l'Algérie l'arrière-cour à travers laquelle, justement, ils se déversent, ils font des incursions au Mali, etc. Les dispositions sécuritaires qui ont été prises précisément par Assimi Goïta et son équipe et qui ont permis d'abord de prendre donc le Kidal et toutes les villes, voilà, ainsi de suite, ont permis qu'aujourd'hui l'Algérie ne puisse plus être utile véritablement dans cette stratégie de déstabilisation du Mali. Vous voyez, donc du coup la France n'a plus d'intérêt particulier au-delà même des mésententes qu'il y a aussi entre la France et l'Algérie, etc. sur la question de stratégie pour envahir le Sahel et tout. La France a compris qu'elle ne peut plus rester indifférente. Il faut donc prendre un nouvel allié qu'est précisément le Maroc et où elle aura gagné gros. En témoignent justement tous les accords qui ont été signés. 22 accords, plus de 10 milliards d'euros d'accords, 18 TGV à fournir, centrale de traitement des déchets, etc., etc. Donc, ça veut dire que la France a bien compris. Et c'est ce qui doit amener précisément nos États à se montrer suffisamment vigilants. Dans tous les cas, si ils se laissent diviser et ils continuent justement de penser que parce que la France ou un tiers État est désormais avec nous, donc on peut s'entre-déchirer avec le voisin, mais ça fait leur problème. Mais on a toutes les raisons évidemment de craindre qu'il y ait des soulèvements, en tout cas une crise plus exacerbée, parce que les deux États ne se sont jamais entendus précisément à cause justement du Sahara occidental. Et bien sûr que dans un tel contexte, vous avez vu, je pense que l'Algérie a déjà protesté contre précisément la position de la France. Il est clair que la tension va monter, mais c'est malheureux pour nos États si vraiment on doit se prêter le flanc pour ce genre dans de tels contextes. Vous soulevez un autre aspect très important. Alors, ça veut dire que si la frontière entre l'Algérie et le Mali est sécurisée, est-ce que ça veut dire que on cherche un autre couloir? Surtout, cela a circulé, le fait que le front Polisario, le Sahara occidental, de par son instabilité, constitue un terreau fertile de circulation pour les terroristes. Est-ce qu'on cherche un autre circuit pour atteindre le Maghreb? Pour atteindre le Sahel. Le Sahel, oui, pour atteindre le Sahel. Non, c'est normal. Et la France utilise tous ceux qui sont utilisables. Tout à fait. Elle a utilisé l'Algérie jusqu'à voir les limites de l'Algérie. Elle a jeté son dévolu sur le Maroc. Elle va voir jusqu'où ça va s'arrêter. À la bataille de Tenzawaten, il y avait tout le monde. Il y avait des Marocains. Ce n'est pas des officiels. C'est-à-dire que ce n'est pas l'armée officielle marocaine qui a été officiellement envoyée, mais il y avait des ressortissants marocains. Il y avait des Algériens, il y avait des Marocains, des Français, toute l'internationale terroriste qui infeste aujourd'hui l'Afrique et particulièrement le Sahel. Donc, si
la France utilise l'Algérie jusqu'à voir les limites de l'Algérie en termes de reconquête du Sahel, et elle se dit que peut-être le Maroc peut faire l'affaire, elle va aller au Maroc. Mais tout ça, c'est une perte de temps. Parce qu'aujourd'hui, tel que le monde marche, mais Luc, toi, Gilles, moi, on ne compte pas. C'est celui qui est derrière nous qui compte. Tu as qui derrière toi? Le Maroc. C'est quand même, c'est pas n'importe quoi, c'est un pays développé, le royaume du Maroc. L'Algérie, c'est un pays développé. S'ils se laissent, avec leurs dirigeants d'un certain âge, se faire malmener par un petit gamin, les opposer jusqu'à s'entre-déchirer, ça veut dire que c'est des gens qui ne méritaient même pas d'être au pouvoir. Donc, moi, je dis ceci. S'ils ont envie de travailler avec la France, de développer leur pays avec la France, construire des TGV, c'est une très bonne chose pour un pays. Mais si au-delà des TGV, des centrales solaires et machin, c'est pour aller attraper les Noirs encore, pour réduire en esclavage pour la France, là, ils se sont mis le doigt dans l'œil jusqu'au coude parce que ça ne marchera plus. Oui, mais Sogoyou Kegewe, je voudrais vous ouvrir une parenthèse. Pourquoi le dossier du Front Polisario du Sahara occidental traîne jusqu'à présent? Finalement, le Sahara occidental risque d'être la Palestine de l'Afrique. Oui, mais la Palestine elle-même, c'est quoi? C'est un enjeu, c'est un jouet diplomatico-politico-militaire. Partout où l'Occident peut créer ce genre de jouet, il le fait avec plaisir. La dernière victime, c'est la pauvre Ukraine. Hein? Diplomatie, armée, guerre, et puis c'est très juteux. Les vendeurs d'armes gagnent beaucoup d'argent. Leur CI dans les palais présidentiels aux États-Unis, les présidents, le gouvernement, la politique, ils sont tenus par la mafia. Il y a une mafia qui tient ça, il veut s'enrichir. Donc, le Front Polisario, au fait, c'était pas compliqué. Il aurait suffi que Algériens et Marocains s'asseyent pour discuter avec le Front Polisario, c'est-à-dire l'intéresser lui-même. Et on aurait trouvé une solution. Et quand tout le mal que Hassan II s'est donné, la fameuse marche verte, le fameux mur de choses, ça donne quoi? Rien. Mais personne ne permettra au Maroc et à l'Algérie de s'entendre en ce qui concerne le Front Polisario, parce que s'ils s'entendent, il y a une autre source de guerre, donc de profit pour ces pays qui tombent. Donc si moi j'étais à la place de ces pays, à faire attention, le Maroc est bien équipé militairement, dans ce cas moi aussi je veux les mêmes armes. C'est plutôt l'Algérie qui a pris les armes chez les Russes. Toi aussi tu as besoin de ces missiles. Moi je prends. On leur vend cette quincaillerie. Leur population s'appauvrit de plus en plus. Les gens du Polisario, on ne sait même pas, ils se cachent où. Est-ce que tu en entends parler tous les jours? Les Gazaouis, on entend parler des Gazaouis. Mais les Ukrainiens, on entend parler d'eux. Le Polisario. Aujourd'hui, nos jeunes enfants dans les écoles, dans les lycées, est-ce qu'ils savent ce que c'est que le Polisario? Ils savent de quoi on parle. Le Polisario, le Sahara occidental, était espagnol. Mais quand l'Espagne donne l'indépendance, l'Espagne donne l'indépendance au pays, aux habitants du pays à qui on a donné l'indépendance. On doit donner l'indépendance au Togo pour que les Ghanéens et les Béninois viennent se chamailler sur la propriété du Togo. Donc c'est créé, maintenu exprès pour qu'il y ait une guerre. Et partout ces pays, ces puissants-là cherchent comment trouver un pays assez idiot pour servir regarde par exemple le pauvre Zelensky. Mais il n'a rien dans la tête. On dit on va tuer jusqu'au dernier Ukrainien, il est content, il marche comme ça. mais les services secrets qui ont mis Zelensky au pouvoir, mais ils sont terribles, ils sont très forts. Parce qu'ils ont trouvé l'idiot, le plus idiot qu'on pouvait trouver sur les 43 millions d'Ukrainiens. Seul Zelensky peut faire ce qu'il est en train de faire. Donc, en Afrique, on cherche aussi des gens comme ça. Chez les Arabes, on cherche des gens comme ça. On n'en a pas encore trouvé. Dans nos régions, tropicales ici, je crois qu'on en a déjà trouvé un ou deux. Ce n'est pas encore complètement fermenté, mais on en a trouvé ceux qui sont prêts à déclarer des guerres pour permettre à ces pays d'étendre leur domination et de s'enrichir pendant que nous, en tant qu'Africains, en tant que Noirs, nous sommes en train d'être perpétuellement affamés avec fameuse aide au développement. On fait ceci. Des pays que nous nourrissons dès qu'ils nous aident. Il a suffi que 3 pays du Sahel retirent leur carte du jeu. Et un grand pays démocratique est en train de mourir de faim. Qu'est-ce que vous en dites? Luc Kabaki, est-ce qu'il ne faut pas crever cet abcès Sahara occidental au cœur
du Sahel et du Maghreb, parce que l'instabilité de cette zone-là, géopolitiquement, ça crée du tort, aussi bien au Maghreb qu'au Sahel. C'est une question d'intelligence, c'est une question de vigilance politique, c'est une question d'habilité. Je pense que l'ambassadeur a tout dit. Les puissances occidentales travaillent pour l'instabilité dans nos pays. Pourquoi? Parce que justement c'est cette instabilité, c'est cette déstabilisation qui peut justifier leur présence dans nos pays et le pillage qui s'ensuit. Voyez? Donc, plus nos pays s'organiseront et seront structurés, vont commencer à se construire, moins les puissances occidentales auront l'influence dont elles jouissent aujourd'hui. Il faut le comprendre. Donc, qu'on crève l'abcès du Sahara Polisario, du Polisario, mais ce sera tant mieux, et c'est dans l'intérêt même aussi bien du Maroc que de l'Algérie, parce que cette tension-là alimente d'autres tensions, et cela justifie la circulation légale et illégale des armes, et de sorte que finalement la population elle-même ne se retrouvera jamais. Vous savez, l'industrie de l'armement, c'est la principale source, en tout cas l'une des principales sources de revenus des puissances occidentales. Mais pourquoi on entretient la guerre en Ukraine, les conflits? Aujourd'hui, les études montrent clairement que le monde est alimenté par plus de conflits qu'il n'en avait connu même pendant la Première ou la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que précisément, il y a l'industrie de l'armement qui est en train de croître, mais il faut trouver des débouchés pour les vendre. Voyez? Donc c'est dire que nos États, il y a beaucoup de nos dirigeants qui ne se montrent pas lucides, qui lorsqu'on les flatte, on leur donne le sentiment d'être adoubés, ils commencent à bomber le torse et précisément ils s'attachent à certaines puissances pour commencer à créer des problèmes. C'est ce qui fait que finalement nos États ne peuvent jamais se développer. Les pays du Sahel, les 3 pays du Sahel, lorsqu'ils ont justement, qui se sont retirés de ce circuit, de cet establishment international et commencé à se construire, vous voyez que ils sont en train de poser les pas sur le plan de la construction même de l'État. Vous voyez? Et ça c'est très important et ça n'arrange pas. Vous avez vu toute l'hystérie, comment la France s'est agitée. Elle a fait tout pour empêcher que les 3 pays-là puissent commencer à évoluer, etc. etc. Pourquoi elle le fait? Oui, mais pourquoi elle le fait? Elle le fait parce qu'elle constate que ces États-là risquent de couper le cordon et donc empêcher l'influence de la France et donc des puissances, des autres puissances, etc. Et donc lorsqu'ils vont se développer, mais bien sûr, ils constituent finalement un modèle inspirant pour les autres États, voyez. Et donc le risque, il est là. Et je pense qu'il faut prendre l'exemple sur ces 3 États-là qui sont en train d'initier un nouveau leadership, de construire un nouveau mental pour les pays, en tout cas pour leur population, et c'est ce qu'il nous faut précisément en Afrique. Aussi bien le cas du Polisario, etc., que d'autres conflits, des petites guerres qu'on a de gauche à droite, et qui expliquent que, mais aujourd'hui, la France va se prononcer, mais au nom de quoi d'ailleurs la position de la France devrait intéresser et l'Algérie et le Maroc dans le contexte du Fonds Polisario. Oui, parce qu'il ne s'agit pas seulement de la France, c'est l'Occident qui apporte son soutien. La solution doit venir précisément des 2 États et du territoire intéressé. Ce ne sont pas les positions des autres qui doivent déterminer la solution à trouver. Les 2 doivent comprendre tout l'intérêt qu'ils ont de s'entendre et de trouver une solution adéquate. Les positions des autres sont toujours alimentées par des intérêts connexes. Voyez? Et donc ça veut dire que si eux, ils ne comprennent pas que c'est à eux de trouver la solution, tout comme nos États ne comprennent pas que les solutions de notre développement sont toujours endogènes et que les principales ressources sur lesquelles il faut s'appuyer, ce sont les ressources humaines au plan interne, mais évidemment, nous allons toujours divaguer et puis les puissances occidentales vont nous endormir en nous donnant le sentiment qu'ils sont avec nous, ils apportent des appuis, ils font de telles choses, etc. Mais en réalité, c'est de la fourberie tout simplement. C'est une façon d'inhiber nos facultés et donc de commencer à nous exploiter autant que possible. Mais pourquoi des organisations supranationales continentales comme l'Union africaine peinent à trouver des solutions à ce type de conflit? Tu vas énerver l'ambassadeur. Tu parles de quoi encore? Quelle Union africaine?
Mais les gens reçoivent les ordres directement de l'extérieur. On le sait. Quand même tenté de résoudre ce problème du Sahara occidental. Oui, mais qu'est-ce que le Maroc a fait? Le Maroc a claqué la porte, il est parti. C'est pour leur dire, vous ne représentez rien, vous êtes moins que la merde. Le Maroc est parti, ils ont fait quoi? Quelle est l'Union africaine? C'est comme chez nous ici, les blablabla de CEDEAO. Mais si tu écoutes ces gens-là, tu es foutu. Si tu as un problème à l'intérieur du pays et tu fais appel à l'Union européenne, l'Union africaine, tu fais appel à la CEDEAO, ton problème va s'aggraver et se multiplier par 1000. C'est comme partout. Quand il y a crise, qu'est-ce qu'on fait? Les forces de l'ONU. Quand les forces de l'ONU vont, elles font comment? Elles aggravent la crise. À l'est du Congo, la crise est finie. À l'est du Congo, actuellement, ils sont là-bas. Ils sont là, le Congo, c'est un très beau pays, il y a de très belles femmes, les gens aiment chanter, danser, gospel et tout ce que tu veux. La MONUSCO, ils sont tous là-bas, en train de se bronzer. Ces forces supranationales n'ont jamais réglé un problème. Ils viennent, c'est des humains comme toi et moi. Quand tu vas en mission, tu gagnes 2, 3, 4, même 10 fois ce que tu gagnais au pays, et tu n'as aucun intérêt que la mission prenne fin. Donc si la guerre doit durer à l'est du Congo pendant 100 ans, et moi je suis là-bas, pendant 100 ans, je me fais mon beurre, je me prends une retraite dorée sur les côtes de la Floride ou bien en Californie, et puis on s'en fout. C'est quoi ce puissant? Les pays, nous devons nous-mêmes, chacun doit trouver une solution à ces problèmes en nouant des alliances avec des gens qui pensent ou qui ont les mêmes intérêts. Parce qu'un seul pays aussi, tu ne peux pas. Il faut vous mettre ensemble. Donc, oublie l'Union africaine, ça n'existe pas. Ça ne sert à rien, absolument à rien. Si tu estimes que ce que je dis est faux, donne-moi une seule crise résolue par l'Union africaine. Tout comme ici, chez toi ici, dans la cacaoyère. Si tu connais une seule crise résolue par la CEDEAO, donne-moi l'exemple et puis je te suis. Non, la CEDEAO, quand même, a son actif la résolution de certaines crises. Quelle crise? Comme au Libéria, comme en Sierra Leone, comme en Gambie. La CEDEAO n'était pas là-bas. Les fautes de la CEDEAO n'étaient pas là-bas quand on a assassiné Samuel Doe. Est-ce que c'est ça qu'on appelle aujourd'hui une crise? Et ça a donné quoi au finish? Ça a donné Charles Taylor, un cruel, comment on appelle ça? Un tueur professionnel qui a massacré tous les Libériens. Alors, la CEDEAO a apporté quelle solution? Si tu amènes une solution qui crée des problèmes plus graves que ceux que tu allais solutionner, c'est pas une solution. La CEDEAO était au Libéria. Je ne veux pas aller plus loin. C'est un général d'un pays de la CEDEAO qui a même aidé le prince Johnson à capturer Samuel Doe pour le torturer et le tuer. C'est ça la CEDEAO. Laisse tomber la petite balade en chose. Gambie? En Gambie, c'est quoi? C'est pas plus grand que Lomé. On n'avait même pas besoin de la CEDEAO, le Sénégal seul pouvait régler ça. D'autant plus que la Gambie, c'est un doigt enfoncé dans l'anus du Sénégal. Non, mais quand même, les Gambiens nous écoutent. Je parle de leur territoire, je ne parle pas de la valeur intrinsèque des Gambiens. Oui. Ils sont tous de l'Afrique de l'Ouest, nous sommes les mêmes. Mais leur territoire, regarde, ça ressemble à quoi? Mais j'aurais préféré une autre métaphore. Il faut comprendre, hein. C'est vrai que parfois on parle de la CEDEAO, de l'Union africaine, etc., comme si c'était des institutions qui, c'est pas... En fait, ce sont des individus qui animent toutes ces institutions, tout comme nos États. Donc, s'il n'y a pas de sincérité, s'il n'y a pas de bonne foi, s'il n'y a pas d'intégrité, s'il n'y a pas des gens qui sont imbus d'une certaine moralité et qui ont une vision pour leur pays, et jamais vous ne pourrez trouver de solution à travers ces institutions-là. Malheureusement, on constate que tous ces fonctionnaires-là, en tout cas pour l'essentiel, ils sont poreux, ils sont corrompus. Leur mentalité n'est pas, est inféodée justement par des impuretés intellectuelles, des impuretés morales, des impuretés spirituelles, etc. Donc, toutes les fois où les missions sont organisées, elles sont en même temps polluées par des idées, ou en tout cas des suggestions qui viennent des puissances occidentales parce que ceux-ci jouent leur intérêt. Vous voulez avoir une organisation qui puisse trouver des solutions à vos problèmes. Et cette organisation est financée dans son fonctionnement, pour l'essentiel, par des puissances occidentales qui, elles, jouent leurs intérêts dans vos pays. Comment vous pensez que vous pouvez avoir une pensée pure, avoir des idées pures et adopter des positions qui vous soient propres? Non,
Donc, à partir de ce moment-là, que ce soit l'Union africaine, la CEDEAO ou d'autres institutions, elles n'ont pas les moyens. Même si des gens ont la volonté, ils n'ont pas les capacités requises pour pouvoir trouver des solutions à leurs problèmes. Voilà pourquoi, lorsque vous faites face à un défi, je parle des États, il faut que les dirigeants voient de façon très claire les intérêts, en premier les intérêts de leur pays, et adopter des positions objectives qui leur permettent de résoudre ces problèmes-là. Lorsque l'ego s'amplifie, et on pense que, bon, mais écoutez, on est dans les bonnes grâces d'une puissance occidentale, et donc on peut narguer les autres, voilà comment les crises vont se multiplier, on n'aura jamais de solution, et il ne faut même pas compter sur ces institutions. Peut-être qu'aujourd'hui, avec l'AES, qui est donc créée et qui est en train donc de s'organiser, de fonctionner par elle-même avec ses moyens de bord, elle peut donner un modèle d'exemple qui pourrait évidemment inspirer nos États. Excellence Sogorou Kegewe, un proverbe africain dit le port revient toujours à l'endroit où il a semé du dégât. C'est dans sur l'orage que je l'ai lu. Le cochon revient toujours à l'endroit où il a semé du dégât. Oui, alors, on sait le rôle que la France a joué en organisant le chaos en Libye et les conséquences sur le Sahel. Là voilà, encore au Maghreb, avec son soutien au Sahara occidental, ce qui peut créer une bisbille dans la région. C'est malheureux à dire, Gilles, mais aujourd'hui dans nos pays, la CEDEAO, si tu veux régler un problème avec la CEDEAO, autant aller demander audience pour voir Macron. Ce qu'il te dira tiendra lieu de loi pour la CEDEAO. Parce que si tu vas voir la CEDEAO, tu vas aller voir qui? Leur secrétaire qui quand il ouvre la bouche, il dit que des catastrophes contre l'unité et l'intégration de la CEDEAO, il dicte des sanctions. Mais ces gens-là, c'est des mafieux. Ils n'ont aucune logique diplomatique dans leur tête pour voir comment on peut amener les peuples et les pays à vivre ensemble. Non, ils sont payés et ils racontent n'importe quoi. Donc si tu as des problèmes avec la CEDEAO, bon, tu vas à Paris, bon, si ça ne va pas, tu vas un peu à Bruxelles, à Berlin, on te fait l'ordonnance, on dit arrivé, il faut acheter de Doliprane et choses, comme on appelle ça, bon, tu avales, tes mots vont se calmer, ça va. Sinon tes frères noirs là, c'est pas la peine, ne compte pas sur eux, ce n'est que la vérité. Au niveau de l'Union africaine, si tu as des problèmes, va à Bruxelles, c'est de là que l'argent vient pour les engraisser là-bas, va à Bruxelles, va à Berlin, va à Paris, va peut-être à Washington. Donc ça n'existe pas. Ces institutions africaines sont une honte permanente pour l'être l'Africain noir. C'est une honte permanente. Il n'y a personne. Maintenant, les seuls qui osent lever le doigt, l'AES, mais regarde comment on les traite, ou plutôt on les maltraite. Comment on les guette toujours comme du gibier à abattre. Pourquoi les traîtres, les fouteurs de merde dans nos pays, eux ils sont acclamés, et ceux qui veulent amener de l'ordre et le développement, c'est eux qu'on veut tuer. Pourquoi? Parce qu'ils ne défendent pas les intérêts de ceux-là qui nous manipulent comme des marionnettes. Maintenant, la réponse à ma question, faut-il en Afrique rester spectateur d'un scénario qui se joue encore au Maghreb pour qu'une nouvelle déstabilisation de cette zone agisse encore sur le Sahel? Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas faire le procès de la destruction de la Libye pour que cela serve de leçon? Tu sais, la destruction de la Libye contient des motifs qu'on ne connaît pas encore. Il y a certains qu'on connaît. Bon, le premier motif, c'est qu'aujourd'hui, ces puissances associées dans la malfaisance se partagent gratuitement le pétrole libyen. Je crois que le motif est assez grand pour détruire notre pays. C'est comme ça. Ça se passe partout. On détruit la Libye. Après, on a voulu remettre les plats pour la Syrie. On détruit la Syrie. Malgré que la Syrie n'a pas été militairement battue, mais ces pays charognards occupent déjà des portions de la Syrie d'où ils exploitent du pétrole, actuellement au vu et au su de tout le monde. Si le Maroc, si l'Algérie croient qu'ils vont se mettre dans une foire d'empoigne pour que les pays là viennent exploiter et leur phosphate, et leur gaz, et leur pétrole, mais ça fait leur affaire. Ce qui s'est passé en Libye doit leur servir de leçon. Tu sais qu'avant même qu'on ne tue Kadhafi, Kadhafi avait été reçu par Sarkozy comme un roi à Paris. Il a installé ses tentes à l'hôtel de Marigny ou bien mais comme un roi. Mais est-ce que ça a empêché qu'on le tue? Si aujourd'hui les Algériens et les Marocains, eux croient qu'ils sont des super hommes,
Est-ce qu'ils étaient plus super-hommes que Kadhafi? Est-ce qu'ils avaient plus d'argent que Kadhafi? Est-ce qu'ils avaient plus d'influence que Kadhafi? Est-ce qu'ils avaient plus d'armes que Kadhafi? Donc, c'est à eux de savoir, de tirer les leçons de ce qui s'est passé et se dire, mais il faut qu'on évite cela. Quand je parle de l'Algérie et du Maroc, je vous ai déjà dit ici que c'est des pays intelligents, c'est des dirigeants conscients, ce ne sont pas des dirigeants noirs. Qui sont aujourd'hui en train de distribuer leur territoire pour commettre les bases militaires, pour combattre le Sahel. Ce n'est pas des dirigeants noirs. Ce n'est pas l'Algérie qui va accueillir une base militaire française pour combattre le Maroc, ou vice-versa, ou le Maroc qui prend une base militaire française pour combattre l'Algérie. Mais chez les nègres ici, c'est la première distraction de tes dirigeants démocratiquement élus signés à l'Élysée. Voilà le problème. Oui, mais je pense qu'il faut justement questionner les causes qui ont fondé la déstabilisation de la Libye. Je pense qu'il a effleuré un peu cet aspect où aujourd'hui on partage les ressources minières de la Libye. Mais au-delà de ça, vous avez constaté que Kadhafi était en train de construire de façon très farouche et déterminante son pays. Et non seulement ça, il était dans une perspective de réorganisation de nos pays, en tout cas à travers l'Union africaine, où il y avait une perspective de création d'une banque, etc., etc. Bon, ça veut dire qu'il avait des ambitions nobles pour l'Afrique. À partir de ce cela a été révélé à travers les mails d'Hillary Clinton. Absolument, absolument. Donc, à partir de ce moment-là, bien sûr que les charognards, comme l'appelle l'ambassadeur, doivent se réveiller. Ils vont voir la menace en face. Parce que, justement, je le répète, à partir de l'instant où nos États seront organisés, ils vont être construits, mais il n'y a plus de puissance. Les puissances, il y aura un renversement de situation où on va parler peut-être de puissance africaine. Et à ce moment-là, mais les autres pays, on a parlé tout à l'heure des pays de l'AES qui se sont retirés et il y a une puissance qui est en train de s'essouffler aujourd'hui et qui cherche d'autres débouchés. Ça veut dire que, en clair, les pays occidentaux sont vigilants. Ils veillent au grand et ils savent que plus l'Afrique se libère et se construit, moins ils auront de survie. Vous voyez? Donc, si aujourd'hui la France se retrouve au Maroc, c'est parce qu'elle voit que ses intérêts ne sont plus suffisamment protégés en Algérie et elle ne peut pas s'appuyer sur l'Algérie pour atteindre donc les autres pays du Sahel. Alors, elle cherche un autre couloir. Oui, c'est une question de combat permanent. Est-ce qu'elle va revenir par le Maroc en Afrique? Parce qu'on sait que le Maroc est en train de développer une diplomatie agissante, en tout cas envers le Sud. Est-ce que c'est une porte, une nouvelle porte de sortie que la France est en train de chercher? Ça peut être une ambition de la France. Mais à cette condition que le Maroc prête le flanc, que le Maroc se montre frileux et laisse l'opportunité non seulement à la France mais à d'autres puissances de passer par elle pour atteindre les autres pays de l'Afrique. Voyez, c'est pour ça que nous parlons toujours de la vigilance, de la lucidité et de l'intelligence de nos dirigeants, parce qu'ils ont toujours cru que bien sûr, il faut avoir une intelligence des situations, une lecture géopolitique qui soit optimale et juste, de sorte qu'on prenne des décisions qui profitent en premier à nos États, plutôt que de vouloir faire plaisir à une puissance, parce qu'elle vous aurait flatté que vous serez soutenu par ici et par là, justement. Oui, j'ai entendu ça, que la France va aller au Maroc, solliciter le Maroc pour son retour dans l'AES. Mais c'est que vous ne vous apercevez même pas de ce qui arrive. La France ne négocie jamais quand il s'agit des Noirs. Absolument. En Sahel, est-ce qu'elle négocie? Nouvelle-Calédonie, elle négocie dans la Martinique, elle négocie. Tant qu'il s'agit de peau noire, la France ne négocie pas. Pourquoi elle aurait besoin du Maroc? Si la France veut négocier, mais envoie un ambassadeur à Ouagadougou, un autre à Niamey, à Bamako, reprendre langue avec les dirigeants de ces pays. Je l'ai toujours dit ici, c'est une proposition de sortie de crise. Mais la France actuelle, les dirigeants actuels, ne veulent pas se rabaisser à négocier avec des nègres. Ça, il faut le comprendre. Maintenant, ils peuvent aller au Maroc. Mais si le Maroc se fait le porte-chiourne de la France, mais il sera désavoué, parce que dans nos pays, le Maroc est accueilli comme un frère, comme un héros. Le Maroc, ses investissements, mais ils sont acclamés. Nos pays, ils envoient leurs enfants étudier où? Au Maroc. Ils vont même se faire soigner où? Au Maroc. Mais si on s'aperçoit qu'il devient le porte-flingue de Paris, mais il sera désavoué plus sévèrement que ne l'est Paris dans nos pays. Si Paris veut revenir dans le Sahel,
Mais on n'a pas fermé le Sahel, on n'a pas encore construit la muraille de Chine autour du Sahel. Alors, il peut revenir quand il veut, mais leur résistance instinctive à discuter avec les Noirs va les vouer à ces errements. Il faut aller voir tel, il faut aller voir tel. Le problème de Macron chez le roi du Maroc, c'est pas pour qu'il sollicite quelqu'un intermédiation. Maintenant qu'ils ont fini d'infester toutes les frontières sud de l'AES avec des bases militaires, il est certainement allé voir avec le Maroc comment enclencher la guerre contre les pays du Sahel. Ne me dites pas qu'il va pour négocier pour que le roi du Maroc... Non, ils ne veulent pas négocier, ils ne vont jamais négocier. Justement, une question pour finir cette première partie. Comment l'Alliance des États du Sahel peut-elle s'organiser dans le contexte où des alliances se nouent au nord de cette zone pour peut-être déstabiliser la région? Non, je crois que les pays de l'AES nous ont déjà montré leur capacité à s'organiser, à être vigilants, à se structurer et à mettre au cœur de toutes leurs préoccupations les intérêts supérieurs de leur peuple. Et donc, à partir de ce moment-là, ça ne devrait leur faire ni chaud ni froid que les gens s'agitent autour d'eux, parce qu'ils sont en train de mettre en place les mécanismes qui leur permettent de se protéger, de protéger leur population et en même temps de trouver des solutions les plus appropriées à leur économie et aux besoins d'épanouir leur population. Donc, on ne peut justement que on ne peut que les encourager à aller de l'avant, à persévérer, à ne jamais baisser la garde, parce que l'ennemi est toujours là, toujours vigilant, avec le projet de pouvoir fissurer cette dynamique-là qui est déjà enclenchée et dont les résultats probables seront précisément le décollage économique, la construction de ces États et le modèle inspirant qui vont servir pour les États de l'Afrique. Et donc, on va vraiment les soutenir de sorte qu'ils ne prêtent pas le flanc et qu'il n'y ait pas des fissures, des lézards inutiles qui permettraient de les déstabiliser à nouveau. Ils investissent beaucoup aussi dans le renseignement. J'ai lu dans la semaine un accord signé avec la Russie et le Mali pour la mise à disposition des satellites de communication. J'ai dit tantôt ici qu'aujourd'hui, avant d'attaquer quelqu'un, il ne faut pas le regarder, il faut lui demander qui a qui derrière toi. Moi, j'ai pitié des pays de la sous-région dont les dirigeants veulent jouer à Zelensky, la guerre par procuration. Est-ce qu'ils pensent à leur population? Ou bien ils croient qu'ils vont aller envahir les États du Sahel et puis chez eux c'est la paix, c'est le calme, c'est le développement. Mais pourquoi ces pays du Sahel se donnent des missiles de longue portée? J'ai déjà posé la question ici. Alors, ceux qui veulent jouer aux guerres par procuration, ceux qui veulent faire les Zelensky, je leur dis ceci. L'armée de Zelensky est finie. On a recruté les 30 ans, ils sont finis. 25, fini. 20 ans, fini. 17 ans, fini. Il est question maintenant de recruter les 14 ans. Celui d'entre nos pays-là, qui est capable... Ce ne sont pas les militaires de 14 ans qui sont en course que son excellence... Oui, mais les anciens, ils doivent être les gens, justement, qui se posent avec l'armée ukrainienne. Ils n'ont pas de relève. Quand tu vas au front, au bout d'un certain temps, on te relève pour que tu te reposes parce que ce ne sont pas des robots. Est-ce que tu imagines la tension nerveuse pour un soldat d'être dans une casemate, dans une tranchée où des bombes avec des explosions terribles lui tombent dans les oreilles, même s'il n'est pas tué. La Russie en a suffisamment au point de recevoir plus de 10 000 soldats nord-coréens sur son sol aussi. Attends, il en a quoi? Les armes? Non, les hommes. Ça veut dire que la Russie aussi épuise ses hommes. Mais, pourquoi on se focalise sur les 10 000 Nord-Coréens alors que les Français, Allemands, Américains qui meurent tous les jours en Ukraine, personne n'en parle? Nous avons officiellement envoyé des troupes. Alors, être honnête et dire officiellement ce qu'on fait, c'est un crime. L'hypocrisie est devenue maintenant une qualité. Mais soyez sérieux. Tu sais combien de Français meurent en Ukraine? D'Allemands meurent en Ukraine, de Polonais meurent en Ukraine, d'Américains meurent en Ukraine. Pourquoi on ne dit jamais ça? Des officiers sont morts en Ukraine, en Europe, en Occident, on les a enterrés, qu'ils ont fait un accident pendant le sport d'hiver. Mais donc l'hypocrisie et le mensonge là, c'est ça qu'il faut promouvoir aujourd'hui. Si les choses, les Nord-Coréens, si, moi je ne les ai pas vus, hein, mais s'ils viennent en Russie, mais ils ont des accords qui permettent
de venir. Comment voulez-vous que 40 pays soient agglutinés contre la Russie et quand un seul pays vient pour aider la Russie, on promet la catastrophe, on promet la fin du monde. Mais où est le bon sens? Mais je ne comprends pas. Je vous redonnerai la parole pour mieux comprendre dans la seconde partie, dans une dizaine de minutes, parce que là, nous devons marquer une pause pour des impératifs commerciaux. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.